Mieux à présent. Ah, voilà, très bien, ça marche. Impeccable. Super, merci. Parfait, merci. Voilà, maintenant que les aspects techniques sont réglés, on va pouvoir démarrer. Et puis, je tenais à vous remercier de vous être inscrit à cette conférence. Et on va démarrer avec Delphine Pro, qui est épidémiologiste au sein du département prévention, cancer, environnement. Et je vais afficher, Delphine, le diaporama, si j'y arrive. Voilà, ça a coupé de partage, je pense. Voilà, donc les premières réponses des intervenants apparaissent sur votre écran et je laisse la parole à Delphine. Je le mets comme ça. Eh ben, merci beaucoup, Julien, pour cette petite introduction. En effet, je suis Delphine Pro, je suis épidémiologiste et mes sujets de recherche portent sur l'exposition à la pollution de l'air et le risque de cancer. Et notamment, je vous en parlerai dans la fin de ma présentation, des projets de recherche sur le cancer du sein. Donc, je vous ai demandé effectivement de me donner un peu quels sont les termes qui vous viennent à l'esprit quand on parle de pollution de l'air. Donc, petit à petit, vous avez répondu. Et donc, le terme qui revient le plus, là, c'est le terme particules. Donc, vous avez aussi répondu particules fines, trafic routier. Donc, en effet, et trafic aussi qui est apparu. Donc, en effet, la pollution de l'air, ça inclut les particules. Donc, on y reviendra dans la présentation. Le trafic fait partie des sources de pollution effectivement, donc on y reviendra. Donc le terme pot d'échappement, respiration, tout à fait. Poumons, cancer et autres maladies, asthme, rhinite. Donc ça, c'est peut-être justement l'impact que certains d'entre vous connaissent par rapport aux effets de la pollution de l'air. Je pense qu'on peut passer à la suite. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler effectivement de pollution et cancer. Donc la pollution, ce n'est pas seulement la pollution de l'air, mais aujourd'hui, nous allons vous parler de la pollution atmosphérique ou pollution de l'air. Donc pour commencer cette introduction, donc, il faut savoir que la pollution de l'air, c'est une problématique qui est ancienne et complexe. Ici, je vous montre différentes images d'épisodes de pollution de l'air. Donc, la première image, il s'agit du smog de Londres en 1952. Pendant un hiver où il a fait très froid, il y avait très peu de vent. Et du coup, on s'est rendu compte que toutes les émissions, notamment de charbon dues à l'industrie et au chauffage, qui a été très important puisqu'il y avait un épisode de froid important, la ville de Londres s'est retrouvée dans un épais nuage de pollution. Et suite à cet événement, un grand nombre d'hospitalisations ont été enregistrées, des décès par maladie cardiovasculaire aussi. Je crois qu'on parle de 12 000 décès liés à des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires suite à ce pic de pollution. Ici, vous avez l'image plutôt de pollution aux particules à New Delhi, très liée au trafic et puis à l'utilisation de combustion au bois. Ici, vous avez ce qu'on peut voir régulièrement
dans les métropoles même françaises. Donc ici, je crois que c'est Lyon, où on voit qu'il arrive qu'il y ait des pics de pollution. Ici, c'est une pollution due au dioxyde d'azote, le NO2, très lié au trafic en milieu urbain. Et puis ici, vous avez un épisode qui a eu lieu récemment et puis aussi de manière très forte l'année dernière, l'apparition de poussière du Sahara. Et donc ici, c'était aussi pour vous illustrer en fait que la pollution de l'air, ça peut être aussi des pollutions qui sont d'origine naturelle. Et donc les poussières du Sahara qui, en fonction de certaines conditions météorologiques, se sont déplacées jusqu'à chez nous. Donc, la définition de la pollution de l'air pour qu'on puisse être tous d'accord sur quoi est-ce qu'on va on va discuter aujourd'hui. Donc, il faut savoir que la pollution de l'air, comme vous l'avez évoqué dans le nuage de mots, c'est un ensemble de particules en suspension, mais aussi de gaz qui sont présents dans l'air, que ce soit l'air intérieur ou l'air extérieur, dont les niveaux de concentration varient en fonction des émissions et du coup des sources d'émissions et des conditions météorologiques et qui sont nuisibles pour la santé et l'environnement. Donc, ça rejoint pas mal, en fait, finalement, des mots que vous avez pu mettre en évidence au début. En ce qui concerne la composition de la pollution de l'air, donc quand on parle de pollution de l'air, on parle de différents polluants. Il y a donc, vous en avez parlé vous l'avez mis en évidence dans le nuage de mots. Il y a les particules en suspension. On distingue des particules qu'on appelle primaires. Ce sont des particules qui sont issues directement d'une source de pollution. Et il existe aussi des particules secondaires qui, elles, vont être formées via l'interaction avec d'autres polluants. Les particules en suspension, les caractérisent par leur taille. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure en fonction de leur diamètre. Il y a les PM10 et les PM2,5. Et puis, il y a d'autres polluants que vous connaissez peut-être. Et parmi ces polluants, il y a certains polluants qui sont des substances qu'on appelle surveillées. Certaines sont aussi réglementées. Et suite à différents événements de pollution très importants, comme le smog de Londres, maintenant, il y a une surveillance continue. Et certains autres polluants sont aussi surveillés, mais de manière plus ponctuelle, à condition d'accidents ou dans des zones où il pourrait y avoir des industries polluantes. En ce qui concerne les sources d'émissions majeures de la pollution de l'air, donc on a le trafic, notamment pour ce polluant qui est le dioxyde d'azote, les industries, notamment pour certains métaux, les PCB, dioxine, NO2 et PM10, le chauffage au bois, qui est le principal contributeur de la pollution au PM2,5, donc les particules fines, et puis enfin l'agriculture pour les pesticides notamment. Donc là, c'est une autre image qui permet de montrer un peu la répartition et la contribution des différentes activités humaines aux émissions des polluants atmosphériques. Et puis ici, je voulais vous montrer un petit peu cette vidéo pour vous montrer déjà dans un premier temps que maintenant on est capable de visualiser la pollution de l'air. Ici, on peut voir la pollution de l'air au NO2 qui varie. Donc, plus le rouge est intense, plus la pollution est concentrée. Et ici, en fait, c'est la pollution NO2 et on peut voir qu'il y a des moments en fait, de la journée où la pollution, il n'y en a pas. Par exemple, ici, on voit en Inde, c'est en fait les moments de la nuit où il n'y a pas de trafic et les industries tournent plus au ralenti. Et puis, on voit aussi que cette pollution, elle peut tout à fait se déplacer. Maintenant, on va faire un autre petit quiz toujours sur Menti. Donc, si vous étiez déconnecté, je vous invite à vous reconnecter sur menti.com, donc avec le code 30 40 56 55. Et la question que je vous pose, c'est selon vous, est-ce qu'en France, sur les 20 dernières années, la pollution de l'air a augmenté, diminué ou est-ce qu'elle est restée constante ?
Alors, le code, tu peux peut-être répéter le code. Ah oui, alors il est situé en haut là, de ma présentation. C'est 30 40 56 55. Alors, il y a 13 personnes qui ont répondu. Je vous laisse continuer à répondre. Mais globalement, vous êtes un peu plus de la moitié à penser que la pollution de l'air a augmenté ces 20 dernières années en France. Dans la salle, peut-être, tu peux demander s'il y a des deux dames. Oui, si vous avez un avis, n'hésitez pas à nous le donner, vous aussi. Moi, j'ai un avis mitigé parce que, bon, d'une part, on a fait des progrès dans les voitures avec les pots catalytiques et tout, les contrôles techniques aussi. Bon, par contre, il y a plus de voitures, il me semble. Mais elles sont aussi plus performantes, si on fait attention. Alors, je suis bien... pardon. Oui. Oui, voilà, je disais, mon avis est mitigé parce que, bon, en ce qui concerne la circulation routière, on a fait quand même des progrès au point de vue voiture, hein, c'est clair. Bon. Par contre, il me semble qu'il y a quand même plus de voitures qu'avant aussi. Donc, j'hésite entre diminuer et augmenter. Franchement, je suis bien. J'essaie de me poser des questions et bon. C'est une très bonne remarque, effectivement. Ouais. Oui, oui. C'est dur. Je n'ai pas une idée, mais je suis d'avis il se pourrait que ça a augmenté, le nombre de voitures et tout ça, et il se pourrait aussi que ça a diminué, et qu'il y a eu une amélioration de la qualité de l'air, puisqu'il y a eu beaucoup d'actions de lutte contre la pollution. Merci. Pouvoir nous répondre. Eh ben, en effet, avec ce que vous avez dit qui est tout à fait juste, la pollution de l'air a diminué en fait durant ces 20 dernières années. Donc, je vais vous montrer un graphique. Là, je vous montre des données sur l'évolution des émissions des particules fines et puis des émissions des oxydes d'azote. En ce qui concerne les particules fines, donc ça a considérablement diminué depuis 1990. La part la plus importante, c'est la part du secteur résidentiel. Donc, ici, on inclut finalement le chauffage au bois, qui est ce qui contribue le plus aux émissions de PM2,5. Mais elles ont diminué parce que, justement, on a informé les individus sur l'utilisation de moyens de chauffage plus performants, des poêles à granulés, des inserts fermés, etc. En ce qui concerne les émissions des oxydes d'azote, donc elle a aussi diminué. Les oxydes d'azote, en particulier le NO2, c'est un des polluants qu'on retrouve le plus suite aux émissions du trafic. Et effectivement, il a diminué grâce à toutes les réglementations qui ont été faites sur les nouvelles voitures, notamment les pots catalytiques, etc. Et que malgré l'augmentation du nombre de voitures et l'augmentation du trafic, grâce à toutes ces réglementations, les émissions ont réellement diminué. Donc, pour répondre à la question qui m'est posée, les PM2,5, ce sont les particules fines et je vais y revenir un petit peu plus dans la suite. Je vous les définirai un petit peu mieux juste après. Ces particules fines, là, les PM2,5, donc on dit PM2,5, le 2,5, c'est le diamètre en fait des particules. Donc, en dessous de 2,5 micromètres de diamètre, une particule est considérée comme une particule fine. Et ici, je voulais vous montrer en fait des chiffres donnés par l'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui s'occupe de la surveillance de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y en a dans toutes les régions.
Et donc ici, on peut voir finalement, depuis 2017, le nombre de personnes qui vivent au-dessus du seuil recommandé par l'OMS. Donc en 2020, c'était 10 microgrammes par mètre cube par an. Et donc, on peut voir que il y a une tendance à la baisse des expositions pour les PM2,5 et pour les dioxydes d'azote. On voit que, donc on sait que 2020, c'est une année très particulière puisqu'il y a eu le confinement et du coup, le confinement est extrêmement visible ici puisque le NO2 étant émis par le trafic ayant été extrêmement diminué grâce au confinement, l'année 2020 a été très basse en termes de nombre de personnes trop exposées au NO2. Et par contre, on ne voit pas cette baisse aussi flagrante pour les particules fines puisque le trafic a diminué, mais le chauffage, lui, du coup, a continué d'exister puisque les gens étaient confinés chez eux et continuaient à se chauffer. Donc, pour en venir un petit peu plus particulièrement aux particules fines, donc les particules, on considère que c'est un marqueur de la pollution de l'air. Donc, Yann vous en parlera un petit peu plus quand il vous parlera des monographies du Centre international de recherche contre le cancer. Il faut savoir que la taille des particules est importante puisque plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans l'organisme et notamment les particules qui sont qu'on appelle ultra fines, donc inférieures à 0,1 microgramme peuvent pénétrer extrêmement profondément jusqu'à atteindre le sang et du coup atteindre d'autres organes que les organes respiratoires auxquels on pense tout de suite quand on parle d'effet de la pollution de l'air sur la santé. Donc, il faut savoir qu'on va parler rapidement de pollution de l'air et santé en général, puis après on viendra au cancer. Ça reste quand même, la pollution de l'air, une préoccupation très importante concernant notamment les particules les plus fines, puisque comme je vous disais, elles pénètrent profondément à la fois dans les poumons et potentiellement dans l'organisme. Il a été montré un lien de causalité entre l'exposition aux particules fines et la mortalité cardiovasculaire et respiratoire. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de seuil en deçà duquel les particules n'auraient pas d'effet. Et tout à l'heure, je vous parlais des seuils de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Elle a justement en septembre 2021 là, abaissé ces seuils réglementaires, puisqu'on sait que finalement, même à faible dose, la pollution de l'air a un impact sur notre santé. Elle a un impact à court terme, on le voit dans les épisodes de pic de pollution, le nombre d'hospitalisations pour problèmes cardiovasculaires et respiratoires augmente, et puis aussi les décès prématurés, notamment dus aux maladies cardiovasculaires qui sont les conséquences. Et puis, on sait maintenant qu'il y a aussi des effets à long terme plus importants, donc les maladies cardiopulmonaires, infarctus, mais aussi les cancers du poumon, donc on vous en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a des études récentes qui montrent aussi que d'autres troubles peuvent être liés à l'exposition à la pollution de l'air, et notamment les troubles de la reproduction, troubles du développement de l'enfant, affections neurologiques et diabète de type 2. Donc ici, ça schématise un petit peu tous les organes qui sont connus pour avoir un lien avec l'exposition à la pollution de l'air. Donc on retrouve cerveau, cœur, système vasculaire, sang, troubles de la reproduction et développement de l'enfant, poumons et inflammation systémique et stress oxydatif. Et puis pour terminer sur cette partie sur pollution de l'air et santé, donc la Santé publique France a mené une évaluation quantitative d'impact sanitaire de la pollution de l'air et elle a pu estimer que 48 000 décès par an en France étaient liés à la pollution de l'air, ce qui correspond à 9% de la mortalité en France. Et on considère finalement que l'espérance de vie à 30 ans du fait des particules fines baissait de 15 mois dans les villes de plus de 100 000 habitants, de 9 mois dans les zones rurales et pour les zones les plus exposées de 2 ans et demi. Et puis cette étude, elle a pu montrer finalement que parmi ces décès, il y en a certains qui pourraient être évitables et ils ont imaginé différents scénarios si on diminuait la concentration en PM2,5. Et donc, ils ont montré que 34 500 décès pourraient être évités si toutes les communes avaient un niveau de pollution égal au niveau des communes les moins polluées qui sont dans la même classe d'urbanisation.
Donc, j'en ai fini avec la partie sur la santé et je laisse Yann vous parler de l'effet de la pollution sur le cancer. Bonjour, merci Delphine. Je suis entièrement d'accord. Oui. Donc, bonjour, bonsoir plutôt. Je suis Yann Gross, toxicologiste au Centre international de recherche sur le cancer, au service des monographies. Je suis également un des officiers responsables de l'organisation des meetings des monographies au cours desquelles nous évaluons les cancérogènes. Donc, je vais tout d'abord vous présenter le programme des monographies et la manière dont nous opérons en vue d'évaluer les cancérogènes. Et ensuite, je ferai une petite synthèse, une petite présentation des résultats des 2 monographies que nous avons effectuées, donc sur la pollution de l'air, notamment les émanations de moteurs diesel et la pollution atmosphérique. Ok, merci. Donc, il faut savoir que les monographies, c'est une entreprise mondiale qui a impliqué plus de 1300 scientifiques de 50 pays, et ce, au cours des monographies volume 80 à volume 131. Pour ce qui est des scientifiques qui sont invités, il faut savoir que ce sont des experts indépendants, et pour s'assurer de leur indépendance, nous leur faisons remplir une déclaration d'intérêt qui est ensuite visée par l'officier responsable de l'organisation de la monographie, également de l'officier d'éthique du CIRC et la chef du programme des monographies. Alors, certains disent que les monographies sont l'encyclopédie des cancérogènes. Et effectivement, les monographies ont évalué plus de 1000 agents au volume 131 des monographies. Donc, dans quelques semaines, on va organiser la monographie volume 132 qui va porter sur l'exposition professionnelle en tant que pompier. Et il y a plus de 500 agents sur ces 1000 qui ont été classés comme cancérogènes pour l'homme, groupe 1, donc il y en a 121 en tout, probablement cancérogènes pour l'homme, groupe 2A, il y en a 93, et peut-être cancérogènes pour l'homme, groupe 2B, et il y en a un total de 320. Alors, ces agents peuvent être des agents chimiques, comme les retardateurs de flamme, comme les phtalates ou comme le formaldéhyde, des agents physiques, comme les rayonnements gamma, ou comme les fibres, comme l'amiante, des agents biologiques comme Helicobacter pylori ou le virus de l'hépatite B, les expositions professionnelles, les facteurs liés au mode de vie, comme la profession de soudeur ou comme le travail posté ou tout simplement le tabagisme, et les mélanges complexes, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Il faut savoir que les résultats sont utilisés par les agences de santé nationales et internationales. En effet, les monographies sont une source d'information scientifique sur les agents cancérogènes, et elles servent de support scientifique pour les actions entreprises dans la prévention contre l'exposition à ces agents, mais je préciserai que notre classification est non réglementaire, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas de législation au niveau national. Donc, maintenant, je vais un petit peu vous parler de la façon dont on procède pour évaluer les agents. Donc, en vue de l'organisation d'une réunion des monographies, à peu près 16 mois à l'avance, on va sélectionner un panel d'experts indépendants, comme je vous l'ai indiqué précédemment.
Ensuite, on va identifier les études pertinentes au travers d'une revue systématique. Donc ça, c'est le secrétariat des monographies en collaboration avec les experts. On va utiliser des outils comme PubMed, comme Web of Science. On va également étudier la littérature publiée sur le sujet et regarder les listes de références qui peuvent citer des références qui elles-mêmes seront utiles à la production de la monographie, rechercher les rapports gouvernementaux, etc. Suite à ça, on va demander aux experts invités de choisir et d'organiser les études en fonction de 3 flux d'informations qui vont permettre la classification de l'agent étudié. Donc, le premier flux, en fait, la première source d'évidence, c'est l'épidémiologie du cancer, le cancer chez l'homme. La deuxième, c'est les études de cancérogénèse animale. Et la troisième, c'est les études mécanistiques, donc les études in vitro ou les études chez l'animal de laboratoire, mais qui ne sont pas des études de cancérogénèse. Suite à ça, le groupe de travail va évaluer la qualité de l'étude, la qualité des études, je devrais dire, pour chaque flux d'informations, donc cancéro-animal, épidémiologie, mécanistique, et produire une revue de l'ensemble des études pour chaque flux. Puis, au cours d'une 4e étape, entre laquelle les documents vont être revus par les pairs étant les autres experts du groupe de travail, au cours de cette 4e étape, il va y avoir un résumé de l'ensemble des études et de leurs valeurs. Et suite à la production de ce résumé, on va atteindre une 5e étape, qui est en fait l'étape du meeting, 12 mois après le début de l'organisation de celui-ci, le meeting qui se tient au Centre international de recherche sur le cancer, un meeting de 8 jours, au cours duquel les experts vont synthétiser, catégoriser les preuves chez l'homme, les preuves chez l'animal de laboratoire et les preuves mécanistiques, les catégoriser à l'aide de termes définis. Donc, pour ce qui est du cancer chez l'homme, le groupe de travail peut juger que les indications sont suffisantes quant à la cancérogénicité de l'agent chez l'homme. Si un lien de cause à effet est établi de manière irréfutable entre l'exposition à l'agent et l'augmentation de la mortalité ou de la fréquence de cancer chez l'homme, tout en pouvant écarter les biais, les facteurs de confusion ou tout simplement le facteur chance. Ensuite, le groupe de travail peut juger que les indications sont limitées quant à la cancérogénicité chez l'homme, si justement ces facteurs de confusion, ces biais, le facteur chance ne peuvent qu'être écartés. Les indications sont inadéquates si les études sont de valeur médiocre ou alors s'il n'y a tout simplement pas d'études. Et après, le groupe de travail peut même juger que les indications suggèrent l'absence de cancérogénicité. Pour ce qui est du cancer chez l'animal, donc le 2e flux, les indications peuvent être suffisantes. Bon, un exemple que je peux donner, c'est 2 études de bonnes pratiques de laboratoire qui montrent une augmentation des cancers chez l'animal exposé. Donc, avec ces 2 études, on montre formellement qu'effectivement, l'agent est cancérogène chez l'animal. Les indications peuvent être limitées si on n'a qu'une seule étude, voire inadéquates si on n'a pas d'études ou des études médiocres. Et le 3e flux, en fait, ce sont les données mécanistiques. Et là, le groupe de travail peut juger qu'il y a des indications fortes que l'agent évalué fait partie d'une classe mécanistique d'agents qui ont eux-mêmes été déjà évalués groupe 1 ou groupe 2A, groupe 1 cancérogène pour l'homme ou groupe 2A cancérogène probable. Les données mécanistiques peuvent également être fortes pour ce qui est des caractéristiques clés des cancérogènes, c'est-à-dire que l'agent possède une ou plus des caractéristiques clés des cancérogènes. Je peux citer par exemple la génotoxicité ou alors l'immunosuppression. Une 3e indication est
le fait que le mécanisme pour lequel l'agent va causer des tumeurs chez l'animal de laboratoire, ce mécanisme est non pertinent, c'est-à-dire qu'il ne se produit pas dans l'être humain parce que ce mécanisme est tout simplement spécifique à l'espèce animale chez lequel le cancer a été induit par l'agent évalué. Et ensuite, il y a trois catégories qui sont fortes, limitées et inadéquates pour ce qui est des données mécanistiques. Suite à ça, le groupe de travail va en fait faire une évaluation globale en intégrant les trois flux, les trois types de preuves et conclure donc que l'agent est cancérogène pour l'homme, groupe 1, groupe 2A probablement cancérogène pour l'homme, groupe 2B peut-être cancérogène pour l'homme, ou groupe 3 tout simplement inclassable quant à sa cancérogénicité. Alors, comment l'évaluation globale est-elle atteinte? Donc, pour cela, en fait, on utilise un diagramme qu'on va retrouver dans le préambule des monographies du CIRC, qui est un tout petit peu les procédures que nous suivons en vue d'évaluer les cancérogènes. Et donc, pour classer un cancérogène comme groupe 1, on doit avoir des preuves de cancer suffisantes chez l'homme, ou alors des preuves de cancer suffisantes chez l'animal de laboratoire associées à des preuves mécanistiques fortes chez l'homme exposé. Pour avoir un agent probablement cancérogène groupe 2A, on doit avoir des preuves de cancer chez l'homme qui sont limitées, associées à des preuves de cancer chez l'animal qui sont suffisantes, ou alors des preuves de cancer chez l'homme limitées associées à des preuves mécanistiques fortes, ou encore des preuves de cancer chez l'animal qui sont suffisantes associées à des preuves mécanistiques fortes chez les cellules primaires humaines ou alors les tissus humains, ou simplement des preuves mécanistiques fortes montrant que l'agent appartient à une classe mécanistique qui a déjà été classée groupe 2A ou groupe 1. Pour ce qui est de la classification peut-être cancérogène, les preuves de cancer chez l'homme doivent être limitées, ou alors les preuves de cancer chez l'animal suffisantes, ou encore des preuves mécanistiques fortes dans les systèmes expérimentaux. Et pour ce qui est de la classification groupe 3, inclassable, les preuves de cancer chez l'animal, même si elles sont suffisantes, en présence de preuves mécanistiques fortes que le mécanisme ne s'applique pas à l'homme, on va donc se retrouver avec un agent qui globalement va être classé inclassable. Et un autre critère, c'est toutes les autres situations non énumérées ci-dessus qui vont mener à une classification inclassable. Donc, les monographies évaluent le danger cancérogène, alors que les programmes nationaux et internationaux évaluent le risque cancérogène. Le danger cancérogène que nous évaluons aux monographies du CIRC, c'est en fait se poser la question, est-ce que l'agent peut provoquer le cancer dans au moins certaines conditions et niveaux d'exposition, quelles que soient ces conditions et ces niveaux. Donc, on va par exemple prendre en compte le fait que des animaux ont développé des tumeurs à des doses très, très importantes. Alors que les programmes nationaux évaluent le risque et se posent plutôt la question de savoir quel est le niveau de cancer attendu pour un niveau et une voie d'exposition donnée. Donc là, ce n'est pas la même chose, on va plutôt prendre en compte le fait que l'être humain n'est pas forcément exposé aux mêmes doses que l'animal de laboratoire. Et je devrais peut-être revenir sur ce diagramme pour dire que l'évaluation du danger cancérogène ne représente en fait que la première phase de l'évaluation du risque. Si le danger cancérogène est absent, il n'y a pas d'intérêt à évaluer le risque. Alors maintenant, je vais vous résumer les monographies sur la pollution de l'air. La première d'entre elles étant la monographie sur les gaz d'échappement de moteurs diesel qui a eu lieu en 2012 et à la suite desquelles ces gaz ont été classés groupe 1, et la monographie sur la pollution atmosphérique organisée en 2013, à la suite de laquelle
L'agent a été classé groupe 1 également. Alors, pour ce qui est des preuves de cancer chez l'homme, pour les gaz d'échappement de moteurs diesel, il faut savoir qu'il y a plus d'une dizaine d'études qui ont été revues par le groupe de travail sur l'exposition professionnelle aux émissions de moteurs diesel. Et ces études ont été menées en particulier chez les travailleurs exposés à ces gaz d'échappement, que ce soit des mineurs, des cheminots, des routiers aux États-Unis. Et le groupe de travail a conclu qu'il y avait un risque accru de cancer du poumon chez ces travailleurs exposés dans 3 études clés. Donc, la première, c'était donc chez des mineurs, et on a observé une augmentation du risque de 2 à 3 fois. Les cheminots, dans une deuxième étude, ont vu une augmentation du risque pouvant aller jusqu'à 80%. Une troisième étude chez les routiers a montré une augmentation du risque jusqu'à 40%, et cela même après ajustement sur le tabagisme. Donc, le groupe de travail a conclu qu'il y avait des indications suffisantes de cancérogénicité chez l'homme pour ce qui est du cancer du poumon, et en plus constaté qu'il y avait des indications limitées de cancérogénicité chez l'homme pour le cancer de la vessie. Chez l'animal de laboratoire, le groupe de travail a conclu qu'il y avait des indications suffisantes de cancérogénicité chez les animaux exposés aux émissions de moteurs diesel. Dans ces expériences, des rats avaient été exposés aux émissions dans des cages et ont développé des cancers du poumon. Et en plus de cela, on a des indications suffisantes de cancérogénicité chez l'animal pour les particules elles-mêmes, les particules d'émission des moteurs diesel, et pour les extraits de particules d'émission de moteurs diesel. Pour ce qui est des preuves mécanistiques, le groupe de travail a conclu que les gaz d'échappement de moteurs diesel provoquaient chez les personnes exposées aux émissions de ces moteurs, provoquaient des dommages à l'ADN, des micronoyaux, donc qui sont des dommages cytogénétiques, c'est-à-dire qu'ils endommagent les chromosomes, des altérations de l'expression de gènes impliqués dans les processus inflammatoires et de stress oxydatif. En plus, des dommages cytogénétiques et à l'ADN et des mutations ont été observées chez le rongeur et dans des expériences in vitro. Et dans les cellules de mammifères, une altération de l'expression de gènes impliqués dans le métabolisme des xénobiotiques, donc des polluants, et les polluants qui sont notamment retrouvés dans la pollution atmosphérique, les processus inflammatoires, le stress oxydatif et la réponse à celui-ci, l'apoptose et le cycle cellulaire ont donc été trouvés dans ces expériences sur les cellules de mammifères. Et tout ça a contribué à faire conclure le groupe de travail qu'il y avait des indications mécanistiques fortes pour la cancérogénicité des gaz d'échappement de moteurs diesel. Pour ce qui est de la pollution atmosphérique et des preuves de cancer chez l'homme, là, c'est plus d'une centaine d'études qui ont été revues, et des études sur la population générale en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, et des millions de personnes et des milliers de cas de cancer ont été étudiés. Et le groupe de travail a mis en valeur 4 études sur le cancer du poumon et la pollution atmosphérique. Ces études fournissaient des informations quantitatives précises sur les niveaux d'exposition en général, et contrôlées pour d'importants facteurs de confusion. Il y avait par exemple justement sur le tabagisme. Donc, on peut voir ces 14 études sur la gauche de ce diagramme. Donc, c'est un diagramme de méta-analyse. Et on peut voir que le cancer du poumon voit une augmentation de risque de 9%, c'est-à-dire qu'il y a un risque relatif de 1,09 par tranche d'exposition à des concentrations de 10 microgrammes par mètre cube. Et ce, pour les particules fines, les PM2,5.
Donc, le cancer du poumon est clairement associé de manière positive avec des indicateurs de pollution atmosphérique dans la plupart des études, dont les PM2,5, mais également les PM10 et les NO2 dont nous a parlé Delphine. Et le risque augmente en fonction du niveau d'exposition. C'est un effet qui est également observé chez les non-fumeurs. Et comme on l'a vu précédemment, il y a une association notable avec les particules fines, en particulier les PM2,5, entre 10 à 30 microgrammes par mètre cube. Donc, le groupe de travail a conclu qu'il y avait des indications suffisantes de cancérogénicité pour l'homme de la pollution atmosphérique, pour ce qui est du cancer du poumon, et a pu également étendre cette évaluation aux particules fines issues de la pollution atmosphérique. Et il faut noter que le groupe de travail a également conclu qu'il y avait des indications limitées de cancérogénicité chez l'homme de la pollution atmosphérique pour ce qui concerne le cancer de la vessie. Chez l'animal, le groupe de travail a conclu qu'il y avait des indications suffisantes de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire exposés à la pollution atmosphérique. Donc, c'est des expériences chez des souris exposées à São Paulo, au Brésil, dans des cages au sommet d'un clocher, si je me rappelle bien. Donc, les animaux ont développé des tumeurs pulmonaires et il y a également des indications suffisantes de cancérogénicité chez l'animal exposé aux particules issues de la pollution atmosphérique et aux extraits de particules issus de cette même pollution. Pour ce qui est des preuves mécanistiques de la pollution atmosphérique, là, on a un tout petit peu le même schéma que pour l'exposition aux gaz d'échappement diesel, donc une augmentation de la fréquence des aberrations chromosomiques et des micronoyaux, qui sont encore là des dommages aux chromosomes, et ce, dans les lymphocytes de personnes exposées professionnellement à la pollution atmosphérique. Dans ces mêmes types d'études, on a également une altération de l'expression de gènes impliqués dans les dommages à l'ADN et sa réparation, le contrôle du cycle cellulaire, l'inflammation et la réponse au stress oxydatif. Dans les cellules d'animaux ou les plantes exposées à la pollution atmosphérique, on a également observé des observations de dommages aux chromosomes et à l'ADN. Donc, une fois de plus, le groupe de travail a conclu qu'il y avait des indications mécanistiques fortes pour la pollution atmosphérique. Donc, la conclusion, elle est relativement simple. Comme les preuves de cancer chez l'homme sont suffisantes, quel que soit le niveau de preuve de cancer chez l'animal et de preuves mécanistiques, les gaz moteurs diesel, la pollution atmosphérique et les particules associées sont classés cancérogènes au groupe 1. J'aimerais juste vous indiquer qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et donc en fait, d'autres constituants de la pollution atmosphérique ont déjà été évalués par les monographies. Et donc, je peux citer le benzène, le benzopyrène, les PCB, la dioxine, le formaldéhyde, le cadmium, mais je peux aussi citer l'arsenic. De très nombreux autres agents ont été classés groupe 2A, cancérogène probable, ou 2B, cancérogène possible, comme les gaz d'échappement de moteur essence, le plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzopyrène. Et donc, pour finir, je voudrais vous conseiller de vous connecter sur notre site des monographies, où vous retrouverez le préambule des monographies du CIRC qui explique un petit peu la manière dont nous opérons. Annonce les agents qui seront prochainement évalués avec appel pour nomination d'experts, d'observateurs et requête de littérature pertinente. Appel à la communauté scientifique, les agences de santé et également le grand public comme vous, à désigner des agents pour évaluation dans les futures monographies et d'autres informations comme la liste de toutes les monographies publiées, les accès à celles-ci par ordre chronologique, la liste de tous les agents évalués. On peut également rechercher des agents sur le site. Et il faut savoir que vous trouverez également une évaluation et un résumé des monographies sous forme d'articles scientifiques publiés dans The Lancet Oncology pour les derniers agents évalués et
que des traductions de cet article scientifique sont disponibles en français depuis le volume 100 des monographies sur le site du Centre Léon Bérard. Et pour finir, je voudrais remercier les groupes de travail des volumes 105 et 109 et mes collègues. Alors, je vais reprendre la suite de cette présentation où, à mon tour, je voulais vous parler de pollution de l'air et cancer et notamment des projets de recherche en épidémiologie qu'on mène qui ensuite et potentiellement peuvent servir justement pour les décisions prises lors des monographies par le Centre international de recherche sur le cancer. Quand on étudie les effets de la pollution de l'air sur le cancer, cela soulève de nombreux challenges méthodologiques puisque on doit estimer l'exposition des sujets et son lien avec la maladie qu'on étudie, et donc ici le cancer. Et pour cela, il faut prendre en compte un certain nombre de ce qu'on appelle des biais, des erreurs méthodologiques. Il faut qu'on tienne compte des tiers facteurs, donc c'est-à-dire d'autres facteurs qui pourraient entrer dans la relation entre l'exposition et la maladie. Et puis aussi tenir compte et être le plus précis possible pour éviter des potentielles erreurs de mesure, notamment pour l'exposition. Quand on veut mesurer l'exposition à la pollution de l'air des sujets sur lesquels on travaille dans nos études épidémiologiques, c'est assez complexe puisque on ne peut pas décider de mettre un capteur sur des milliers de personnes et de leur demander de les garder pendant 10 ans tous les jours, constamment, etc. Donc, il faut qu'on estime le plus précisément possible leur exposition à la pollution de l'air. C'est important aussi, quand on parle de cancer, d'avoir une idée de l'exposition vie entière, puisqu'on sait que le cancer... finalement, il ne va pas débuter juste avant le diagnostic du cancer. Ça peut être des expositions par le passé qui peuvent avoir un effet ensuite. Et puis, l'autre challenge, c'est que les polluants dans l'air, ils ont cet aspect physique qu'il faut tenir compte, c'est-à-dire qu'entre eux, ils peuvent avoir des effets additifs, synergiques, ils peuvent être antagonistes aussi. Et du coup, il faut tenir compte de tout ça quand on estime l'exposition à la pollution de l'air des sujets et ensuite l'effet que cela pourrait avoir sur le risque de cancer. Donc, comme je vous le disais en introduction, nous, ici au Centre Léon Bérard, quand on travaille sur la pollution de l'air, on travaille actuellement principalement sur le risque de cancer du sein. Le cancer du sein n'a pas été étudié encore par... il n'a pas été conclu encore par le Centre international de recherche contre le cancer quant à un effet de la pollution de l'air. Mais certains polluants de l'air sont des polluants qu'on appelle perturbateurs endocriniens et du coup qui potentiellement agissent sur le système hormonal de l'organisme. Et on sait que le cancer du sein est très lié aux hormones et du coup pourrait être lié aux perturbateurs endocriniens, et notamment à certains polluants comme les BAP, donc c'est benzoapyrène, cadmium, dioxine et polychlorobiphényle, les PCB. Et du coup, la littérature sur le sujet est encore limitée, ou en tout cas, les résultats ne sont pas encore concordants. Donc nous, nos projets de recherche sur la pollution de l'air, ils se basent sur une cohorte française, la cohorte E3N, qui est une cohorte qui inclut 100 000 femmes depuis 1990. Et ces 100 000 femmes sont suivies encore aujourd'hui et ont reçu tous les 2 ans un questionnaire pour connaître leur état de santé et puis aussi pour répondre à des questionnaires sur tout un tas de sujets et de variables qui intéressent les chercheurs de l'équipe de Villejuif qui s'occupe de cette cohorte. Et donc, nous, on collabore avec l'équipe INSERM qui travaille sur cette cohorte. Et ce qui nous a intéressés, c'est que les femmes, du coup, elles reçoivent un questionnaire tous les 2 ou 3 ans. Et comme elles reçoivent un questionnaire, la cohorte
à leurs adresses tous les 2 ans. Et donc, grâce à leurs adresses, on peut estimer leur exposition à la pollution de l'air. Et donc, on a développé un projet qui s'appelle le projet Xener, dont l'objectif est d'étudier le lien entre le risque de cancer du sein et l'exposition chronique aux polluants atmosphériques. Et donc, pour ça, on a monté ce qu'on appelle une étude cas témoins nichée dans la cohorte 3N, c'est-à-dire qu'on a inclus toutes les femmes de la cohorte qui avaient eu un diagnostic de cancer du sein sur la période 1990-2011, qui est notre période d'étude. Et à chacune de ces femmes atteintes d'un cancer du sein, on leur a, on dit, apparié une femme de la même cohorte qui n'avait pas de cancer du sein, qui n'avait même pas eu de cancer sur toute la période. Et on a souhaité comparer leur exposition à 8 polluants. Donc, on s'est intéressé au dioxyde d'azote, aux particules PM10, PM2,5, ozone, benzoapyrène, PCB 153, qui est un marqueur des PCB, cadmium et dioxine. Et donc, on a inclus 5222 femmes qui ont un cancer du sein et puis 5222 femmes non malades, les témoins. Et donc, comment est-ce qu'on a réalisé cette étude? On a ce qu'on appelle géocodé toutes les adresses des femmes, donc toutes leurs adresses depuis l'inclusion dans la cohorte en 1990 jusqu'à leur diagnostic. C'est-à-dire qu'on les a placées sur une carte. Donc, on travaille dans une équipe avec des géomaticiens et des géographes. Et puis, dans le même temps, dans notre équipe, on a des spécialistes de l'exposition à la pollution de l'air avec qui vous pourrez échanger à la fin de cette présentation, qui a travaillé sur l'estimation de l'exposition en France et des concentrations à la pollution. Donc là, vous avez un exemple de carte d'exposition au NO2. Et donc, du coup, avec ces 2 cartes, on superpose ces cartes-là et on peut estimer l'exposition des femmes à chacune des années sur lesquelles on souhaite travailler. Donc, cette étude, elle est encore en cours, mais elle est en train de se terminer et elle a montré des associations statistiquement significatives entre l'exposition chronique à certains des polluants de l'étude et le risque de cancer du sein. Notamment BAP, PCB 153, NO2, et puis tout récemment PM2,5 et PM10, donc les analyses sont encore en cours. Nos résultats, ils ont aussi montré des choses intéressantes, c'est que quand on regarde le statut ménopausique des femmes au diagnostic, on a remarqué que les femmes qui étaient particulièrement exposées pendant leur transition ménopausique avaient un risque plus élevé. Ce qui est intéressant parce que c'est une période qui est assez spécifique de sensibilité par rapport au cancer du sein, parce que c'est une période où, en termes d'exposition aux hormones, les femmes sont plus sensibles et du coup potentiellement plus sensibles aussi aux expositions extérieures. Et puis, on a aussi montré des variations du risque en fonction des sous-types des récepteurs du cancer du sein. Donc, le cancer du sein, il a des récepteurs autour de la tumeur qui sont des récepteurs positifs ou négatifs aux oestrogènes, aux progestérone, donc les hormones. Et donc là, nous, on a montré qu'il y avait une augmentation particulièrement pour les cancers qui ont ces récepteurs aux hormones, et ce qui est en accord un peu avec nos hypothèses sur les propriétés de perturbateurs endocriniens des polluants. Cette étude, elle a mené ensuite à d'autres études, puisqu'on s'est finalement, en travaillant sur cette étude, on a remarqué certaines limites. Notamment, notre étude, elle commence en 1990 et les femmes de l'étude, du coup, elles ont entre 40 et 65 ans en 1990, qu'elles sont rentrées dans la cohorte E3N, elles avaient entre 40 et 65 ans. Et du coup, il manque toute la période avant 90, et notamment ces périodes qui ont un rôle très important pour le cancer du sein, qui sont ces périodes de sensibilité critique, donc sensibilité en termes hormonales notamment, qui sont les périodes in utero, les périodes pendant l'enfance, les périodes de la puberté, des grossesses et les périodes ménopause. Donc, c'est des périodes où potentiellement les femmes sont plus sensibles aux expositions. Et puis ensuite, il y a le fait que du coup, c'est important aussi de tenir compte de tout ce qui s'est passé tout au long de la vie et de pouvoir estimer l'exposition cumulée tout au long de la vie. Donc, on travaille actuellement sur ce projet pour essayer de tenir compte de ces périodes-là et méthodologiquement aussi de voir comment est-ce que sur ces années très anciennes, puisque du coup les femmes de cette étude, elles sont nées entre 1925 et 1940, et du coup dans ces années-là, on n'a très peu de données sur
les expositions à la pollution et essayer de savoir comment est-ce qu'on peut estimer du mieux qu'on peut leur exposition pour tenir compte de cette partie de vie-là. Une autre étude sur laquelle on travaille, qu'on a mis en place aussi suite au projet Xener, c'est que dans le projet Xener, on s'intéressait uniquement aux adresses résidentielles des femmes. Et en fait, finalement, on ne passe pas notre journée uniquement à notre domicile. On a la période où on est à notre travail et puis la période de la journée où on est sur le trajet domicile-travail, donc dans les transports notamment. Et on sait que cette partie de la journée, c'est une partie où on est en proportion très exposé à la pollution. Et donc, on a souhaité mener une étude sur le sujet. Et donc, pour cela, on a envoyé un questionnaire à toutes les femmes pour recueillir leurs adresses de lieu de travail et puis aussi savoir qu'est-ce qu'elles utilisaient comme moyen de transport. Et il y a actuellement une thèse en cours dans l'équipe qui, justement, cherche à estimer l'exposition des individus dans les transports domicile-travail. Et puis enfin, le troisième projet qu'on a développé suite au projet Xener, c'est un projet qui vise à tenir compte justement de ce que je vous disais dans les challenges un peu méthodologiques. C'est comment tenir compte qu'on n'est pas exposé à un seul polluant, on est exposé à plusieurs polluants en même temps qui vont interagir entre eux. Et du coup, on a mis en place une étude justement qui cherche à étudier l'exposition non plus individuelle des polluants, mais combinée à de multiples polluants simultanément. Et pour ça, il faut utiliser des méthodes statistiques qui sont avancées qui sont adaptées, qui permettent de prendre en compte la corrélation entre les polluants, le fait d'être exposé simultanément à plusieurs polluants et les effets additifs ou synergiques de ces polluants entre eux. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tour un peu des projets qu'on mène, nous, dans notre équipe de recherche. Et puis pour conclure, on voulait vous montrer une vidéo qu'on a développée dans le département prévention cancer environnement avec l'équipe information des publics. Et puis Thomas Coudon et moi-même, nous y avons participé. Justement sur comment agir par rapport à la pollution de l'air et ses conséquences sur notre santé. Il n'y a pas le son. Oui, on va vous mettre le lien. Comment j'essaye de le mettre. Ça ne va pas faire un petit... Alors, je vous la remets. Hugo a 30 ans. Dans une grande. Il faut que je passe là. C'est juste le micro. Préoccupé par la qualité de l'air qu'il respire sur sa santé, il décide d'en parler avec son chercheuse en santé environnement au centre Guérin. Elsa rassure un peu. Contrairement la pollution de l'air a diminué ces dernières décennies, notamment grâce aux évolutions techniques. Pardon. Qu'est-ce que je fais? C'est un souci.
Ah, mais attends, c'est ça qu'il faut éteindre. Ah, c'est bon. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. On a un écho. Attends, on va couper là. Non. Donc, merci à Yann Gross et Delphine Pro pour ces deux interventions très complètes et qui m'ont amené déjà un certain nombre de questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat pour poser vos différentes questions. Et merci aussi d'avoir respecté le timing, puisqu'on a une vingtaine de minutes pour répondre aux questions et discuter sur ces différentes thématiques. Et on a la chance d'avoir là sur place au centre différents experts qui sont aussi présents et qui pourront apporter leur contribution, leurs commentaires, leurs remarques par rapport à la thématique. Et donc, on a notamment le Dr Thomas Coudon, donc, qui est expologue, qui travaille au sein du département prévention cancer environnement. On a le professeur Baptiste Fervers, qui est responsable du département au Centre Lambérard, le département prévention cancer environnement. On a aussi le Dr Arnoldson du CIRC, différents scientists aussi du CIRC qui sont présents. Donc, merci des postdocs et des doctorants aussi qui sont également dans la salle. Et on va peut-être démarrer avec plusieurs questions, notamment la dernière qui est posée sur l'épidémiologie des cancers. On va peut-être adresser à Delphine. On parle d'épidémiologie des cancers, mais effectivement, il n'y a pas de registre des cancers de l'adulte dans tous les départements en France. Donc finalement, est-ce que c'est une limite méthodologique en épidémiologie, ou comment on peut essayer de résoudre cette problématique de l'absence de registre des cancers partout, sur tous les cancers et dans tous les départements? Est-ce qu'on a quand même la garantie d'un volume de données suffisante pour conclure, ou qu'est-ce qu'il faut respecter comme critère pour justement essayer de garantir un niveau de données scientifiques probantes pour pouvoir conclure à un risque de cancer sur une problématique comme la pollution de l'air? Alors, effectivement, oui, il n'y a pas de registre des cancers de l'adulte dans toutes les régions de France et en France. Mais nous, quand on mène du coup, effectivement, les registres des cancers pourraient être utiles pour ce genre d'études, mais ça n'empêche pas de mener des études sur le cancer, puisque quand nous, dans notre cas, on mène des études épidémiologiques où on va recruter des personnes qui ont des cancers, et notamment, on peut recruter des personnes dans différents lieux de soins de cancer, faire appel à des médecins pour nous aider à recruter des personnes qui ont des cancers. Donc, du coup, pour mener des études observationnelles comme les études qu'on mène, nous, dans notre équipe, on n'utilise pas du tout les données de registre. Donc, c'est tout à fait possible de mener des études épidémiologiques sans les registres. Merci. On a une question sur les résultats de l'étude Xener qui ont beaucoup intéressé. Est-ce qu'ils seront publiés prochainement? C'est quoi le calendrier de mise à disposition de ces résultats? Alors, on a déjà des données qui sont publiées, notamment sur l'exposition au benzoapyrène, l'exposition au PCB, l'exposition au dioxine et l'exposition au cadmium. Et puis, il y a des publications qui sont en cours là, actuellement sur l'exposition au dioxyde d'azote et puis sur les particules. Donc, ce sera prochainement publié. En tout cas, c'est en cours et certaines sont déjà publiées, donc vous pouvez les retrouver en ligne. Merci. Est-ce que tu peux repréciser, donner quelques exemples sur les particules des PM01? Est-ce qu'il y a un exemple qui peut être donné justement? Tu as remis la diapo et de bien distinguer les 2,5 des 0,1. Et une question notamment, est-ce que dans le volage des déchets verts, c'est des particules de EMI ou pas? Voilà, c'est une question assez pointue, technique. Est-ce que les polluants issus de ce volage des déchets verts, où est-ce qu'on peut les classer là-dedans, sachant qu'on sait que c'est interdit?
et pourtant fortement utilisé et employé par le public. Alors, en ce qui concerne la première partie de la question, donc sur les particules ultra fines, j'avais préparé cette diapo dans le cas où j'aurais eu la question. Donc, justement, là, sur cette diapo, on peut voir différentes références pour pouvoir se rendre compte un peu de ce que ça veut dire les particules. Donc, les particules fines, ce sont les particules 2,5, donc inférieures à 2,5 micromètres. Et puis, vous avez les particules fines et les particules ultra fines. Et donc, on peut voir ici certaines références, donc notamment les particules de tabac sont des particules ultra fines. Par rapport à la question sur les brûlages de déchets verts, je vais laisser la parole à Thomas Coudon. Oui, donc pour répondre à la question plus spécifiquement sur les particules et donc les particules ultra fines, alors tout à l'heure Delphine nous a montré que pour ce qui était des PM2.5, donc les particules fines, c'était principalement le chauffage au bois, mais aussi le trafic. Pour ce qui est des ultra fines, il semblerait qu'elles proviennent quand même principalement des activités humaines. Donc, par exemple, une des dernières études publiées sur la ville de Shanghai a montré qu'à l'intérieur de la ville, les sources majoritaires de contribution à ces concentrations de particules ultra fines, c'était donc le trafic, mais aussi tout ce qui était activité humaine, type cuisson avec on va dire des appareils de chauffage un petit peu rustiques qu'on peut retrouver, par exemple, bon, pas forcément en Europe, mais plus dans ces pays-là. Donc, voilà, c'est plus des polluants qui sont quand même des traceurs de l'activité humaine. Merci. Oui, c'est vrai que par rapport au brûlage des déchets verts, donc c'est une activité qui est fortement déconseillée. Pourquoi ? Parce qu'on met en place en fait une combustion qui n'est pas contrôlée. Et souvent, quand on parle de brûlage de déchets verts, on a la combustion de matière organique et ça va donner lieu à l'émission d'un grand nombre de composés, dont voilà, certains composés qui sont dangereux pour la santé. Par exemple, une des grosses problématiques dans le milieu de l'industrie du traitement des ordures ménagères, un des grands défis, c'est d'arriver justement à brûler les déchets sans avoir toutes ces émissions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les brûler dans certaines conditions très spécifiques, avec une température très haute pendant un temps assez long, pour pouvoir justement contrôler ces émissions. Et quand un particulier fait ça dans son jardin, évidemment qu'il ne peut pas vraiment contrôler cette combustion et ça engendre du coup l'émission de ces composés qui peuvent être nocifs pour la santé. Donc c'est pour ça que c'est déconseillé de manière générale. Est-ce que tu peux rappeler les seuils OMS qui ont été justement actualisés en septembre 2021 ? Oui, donc merci de rappeler cette information. C'est vrai qu'en septembre 2021, il y a eu la mise à jour des seuils recommandés par l'OMS, donc qui n'ont pas valeur obligatoire. Mais du coup, ça a vraiment été un petit événement puisqu'il y a eu une baisse drastique des seuils recommandés. Donc, pour le dioxyde d'azote, donc les NO2, le précédent seuil était à 40 microgrammes en moyenne annuelle. Il a été abaissé à 10 microgrammes en moyenne annuelle. Pour vous donner un ordre d'idée, on est constamment au-dessus de cette valeur-là en milieu urbain en France. Pour ce qui est des particules fines, les PM2.5, le seuil a été à 10 microgrammes en moyenne annuelle, il a été abaissé à 5. Donc, de manière similaire, si on prend en compte ce nouveau seuil de l'OMS, on est en milieu urbain très majoritairement au-dessus de ce seuil. Donc, ces seuils-là, comme je l'ai dit, ne sont pas des seuils réglementaires et donc ne sont pas en accord avec les seuils actuellement en France et en Europe. Ils sont issus des dernières études, notamment menées en Europe du Nord ou aux États-Unis, qui ont permis de montrer que même avec des concentrations qui ont diminué, on observait quand même des effets sur la santé et que donc il fallait continuer à baisser les concentrations de polluants. Merci. Il y a une question sur les pesticides qui est posée. Est-ce qu'on a des données sur le fait qu'ils aient baissé ? Est-ce qu'on est moins exposé aux pesticides en France ces dernières années? Est-ce qu'il y a justement des études en cours ou des résultats à ce sujet? Alors, je ne serai pas compétent pour parler complètement des pesticides. Ce que je peux juste préciser, c'est qu'il y a un certain nombre de pesticides qui ont été interdits sur les 30, 20, 10 dernières années. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de substances qu'on va retrouver, on va dire, de moins en moins. Peut-être que
Béatrice peut apporter un complément sur l'aspect pesticides. Est-ce qu'on sait si ça a baissé ou pas en termes d'exposition aux pesticides en France? Alors, c'est une question d'importance de santé publique, puisqu'on sait aujourd'hui les effets néfastes de l'exposition aux pesticides, notamment chez les agriculteurs. Et donc, on a aujourd'hui des mesures qui ont été mises en place pour protéger ceux qui professionnellement manipulent les pesticides et donc leur exposition, donc notamment chez les agriculteurs, viticulteurs, l'exposition est limitée. En revanche, l'objectif gouvernemental de baisser l'utilisation de pesticides n'a pour le moment pas été atteint et au contraire une poursuite de l'augmentation de l'utilisation de pesticides est observée en France et donc notamment les questions sur aussi l'exposition des riverains de culture qui sont posées et une grande étude Santé publique France qui s'appelle Pestirive, menée aujourd'hui dans plusieurs régions françaises, s'intéressant plus particulièrement à l'exposition des riverains de viticulture est en cours pour mieux caractériser cette exposition. Parce qu'effectivement, à part quelques études ponctuelles, telles que nous avons pu les conduire au Centre Léon Bérard, on n'a pas de précision sur cette exposition. Merci Béatrice, on profite que tu sois là devant la caméra pour poser une question de l'audience qui est sur Zoom, qui se pose la question lorsqu'il y a une reconnaissance en maladie professionnelle, cancer du poumon, chez un non-fumeur, est-ce qu'il y a une investigation particulière de l'exposition aux polluants qui est investiguée? Est-ce que c'est habituel, pas habituel? Est-ce qu'il y a des consultations peut-être un peu plus innovantes qui existent aujourd'hui qui permettent peut-être de faire cet état des lieux, état d'exposition? Merci Julien, et puis bravo pour cette organisation bimodale très réussie, pas toujours évident. Donc pour cette question de la recherche des expositions, une réponse à plusieurs volets. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on fume, on n'a pas d'autres facteurs qui peuvent contribuer au développement des cancers du poumon. Donc, il n'y a pas, nous ici, de distinction entre fumeurs et non-fumeurs. Ensuite, on a mis en place maintenant, depuis 13 ans, un repérage systématique des expositions professionnelles chez les patients atteints de cancer bronchopulmonaire, basé sur l'observation et le calcul, et notamment le travail du CIRC sur la fraction attribuable des cancers à différentes expositions, qui est globalement 4% des cancers qui sont attribuables aux expositions professionnelles, mais cette proportion peut atteindre 15 à 20% pour les hommes atteints de cancer bronchopulmonaire. Donc 15 à 20% des cancers bronchopulmonaires chez l'homme pourraient être attribuables à des expositions professionnelles. Et devant ce chiffre, nous avons mis en place depuis 2009 un repérage systématique du parcours professionnel et des expositions professionnelles chez les patients, qu'ils soient fumeurs ou non fumeurs. Et ensuite, on peut se poser une question sur, et donc c'est une question à laquelle nous souhaitons répondre par des recherches, c'est l'impact des expositions sur le pronostic des patients atteints de cancer, et donc autre que permettre aux patients d'accéder à leurs droits d'une éventuelle reconnaissance en pathologie professionnelle, c'est de savoir est-ce qu'il y a un impact de ces expositions, ce pronostic, et donc comment le prévenir. C'est plus facile pour les expositions professionnelles que pour les expositions environnementales, mais nous y réfléchissons pour voir aussi quelles seraient éventuellement les recommandations
sur le plan des expositions environnementales pour les patients atteints de cancer. Et cette démarche de repérage systématique des expositions professionnelles a été expérimentée après le succès au CLB de cette démarche innovante dans 5 autres centres Unicancer, en collaboration à chaque fois avec les spécialistes de la santé au travail des CHU. Et donc ici, la collaboration avec les hospices civils de Lyon, professeur Barbara Charbotel, avec laquelle on travaille depuis donc maintenant 2009 sur ces sujets. Merci. Alors, toujours dans la lignée de la question des cancers professionnels, on a une autre question sur le classement du cirque et sur la pollution atmosphérique. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont pris en compte l'exposition professionnelle aux polluants? Est-ce que ça fait partie des travaux de cette monographie ou est-ce que c'est pas le cas? En fait, comme j'ai essayé de l'expliquer dans la présentation, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, ce qui a permis le classement des émanations diesel, des moteurs diesel, ce qui a permis le classement, en fait, c'est des études en milieu professionnel. C'était des cheminots, c'était des dockers, c'était des gens qui étaient exposés à de grandes quantités de vapeur des échappements diesel, et donc en milieu professionnel. Et ensuite, on a pu extrapoler ça, puisqu'on fait de toute façon une évaluation du danger, on a pu extrapoler ça à l'ensemble des populations exposées au gaz d'échappement diesel. Donc, oui, effectivement. Et de la même manière, de toute façon, on a vu avec Delphine que les gaz d'échappement diesel font partie intégrante des pollueurs auxquels sont exposés les gens dans la population générale. Donc voilà, ça répond à la question. Oui. Merci Yann. Une autre question en lien avec les travaux des monographies. On nous pose la question, est-ce que les populations enfants, les cancers pédiatriques sont aussi étudiés en termes d'analyse des données de la littérature? Est-ce que c'est pris en compte de l'exposition des cancers pédiatriques en lien avec les polluants de l'air? De toute façon, comme je l'expliquais également, nous au cirque, en particulier aux monographies du cirque, on va essayer de faire une revue systématique de la littérature. Donc, s'il y a une étude sur les cancers pédiatriques qui a essayé de lier l'exposition à la pollution atmosphérique à ces styles de cancer, on aurait dû la retrouver. Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir vu cela dans la monographie sur la pollution atmosphérique. Ça peut être le cas sur d'autres. A fortiori sur le diesel. Merci. Et puis un mot sur le radon, parce qu'effectivement, dans l'auditoire, il y a des questions sur le radon, ce gaz radioactif d'origine naturelle qui fait partie de l'air, donc surtout dans les espaces clos. Il a été classé par le cirque il y a de nombreuses années, ce qui peut rappeler le lien radon-cancer pour tout le monde. Oui, il me semble que le radon qui effectivement est émis par les roches granitiques en France, le radon a été classé comme groupe 1 sur la base d'indications suffisantes de cancérogénicité, et la cancérogénicité en question, c'est la cancérogénicité pulmonaire. Merci. Une question pour Thomas, peut-être sur les études autour des expositions aux polluants dans des espaces qu'on emprunte régulièrement et qu'on nous invite à emprunter de plus en plus pour justement être en alternative à la voiture et plutôt les transports en commun. Est-ce que tu as connaissance d'études où on en est sur justement l'évaluation de l'exposition lorsqu'on utilise le métro en particulier, le tram, enfin des espaces clos mais en mobilité? Alors la question des expositions en mobilité est une question extrêmement intéressante et d'actualité. D'ailleurs, Delphine nous a parlé de notre projet APOPCO sur justement l'évaluation des expositions des femmes de la cohorte 3e sur 20 ans, en prenant en compte justement leurs déplacements domicile-travail. C'est vrai que le métro, c'est une situation un peu particulière parce qu'on est dans un espace confiné
où on peut avoir des émissions, notamment de particules dues à l'abrasion des freins, en fait. Et donc, on peut se retrouver avec des situations d'exposition relativement élevées dans le métro. C'était quelque chose qui était soupçonné, connu depuis un petit moment. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, les associations Atmo ont mis en place à Paris et à Lyon des capteurs dans différentes stations de métro. C'est d'ailleurs le cas, je crois, il y a une campagne de mesure actuellement dans le métro lyonnais. Et donc, c'est très variable en réalité selon une station de métro à l'autre, selon la configuration de la station de métro, selon si c'est une grosse station. La concentration varie énormément voilà, si les portes sont ouvertes, sont fermées. On a réalisé une étude où on a fait porter des capteurs à différents volontaires. On a regardé la variation de leurs expositions durant leur trajet et on a quand même retrouvé un pic d'exposition durant les trajets en métro lié justement à cet effet de confinement et aux émissions dans les bouches de métro. Et c'est, comme je le disais, un sujet d'actualité parce qu'il y a des campagnes de mesures qui sont menées pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes. Merci. Donc, on va prendre la dernière question puisqu'on arrive à la fin de cette soirée, qui sont autour des polluants de l'air intérieur, finalement, puisque la conférence était centrée sur les polluants de l'air extérieur, mais pour certains, une grande partie, on les retrouve aussi dans l'air intérieur. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières, des précautions à prendre, notamment sur des produits qui vont émaner notamment les vernis des meubles, des colles? Est-ce qu'il y a aujourd'hui peut-être des nouveaux produits qui peuvent limiter l'exposition, et notamment peut-être aussi des étiquetages qui sont en train de changer à ce sujet? Et est-ce qu'il y a des recommandations sur la prévention et la qualité de l'air intérieur? Alors, ça a été rappelé plusieurs fois dans cette présentation, les consignes en termes de qualité de l'air. Première consigne très simple, aérer chez soi au moins 10 minutes par jour, si possible en dehors des heures de pointe où on a le pic des émissions liées au trafic. La règle également est assez logique, limiter les sources d'émissions à l'intérieur de son domicile, parce qu'encore une fois, c'est un espace confiné. Donc, tout ce qui est utilisation de bougies, d'encens, les poêles de cheminée, on va dire, un peu hors d'âge, qui peuvent émettre à l'intérieur du logement. Une des sources aussi, c'est très important de le rappeler, d'exposition en milieu intérieur, c'est le tabagisme passif, par exemple. Donc, il y a des solutions qui permettent de limiter les expositions à l'intérieur. C'est vrai qu'on peut avoir certains types d'émissions un peu particuliers, notamment les coves qui peuvent émaner de certains meubles, notamment quand il y a des achetés qui sont encore neufs. C'est pour ça que c'est souvent recommandé quand on ouvre les emballages de le faire si possible sur son balcon à l'extérieur et de laisser, ou en tout cas de laisser un petit peu le carton s'aérer. Il y a également aussi, on peut retrouver aussi certains pesticides en intérieur qui peuvent être utilisés pour le traitement des plantes en intérieur. Donc, pareil, si on peut éviter d'utiliser ce genre de produit, ça peut être pertinent. Voilà. Si quelque chose à ajouter là-dessus après. Merci. Oui, il y a une question dans la salle, 2 questions dans la salle. Bonjour, moi c'est Rodriguez, je suis stagiaire. Je voudrais poser une question sur la part de la prévalence du cancer liée à la pollution. Est-ce qu'elle serait la part du cancer lié à la pollution dans la prévalence générale des cancers? Deuxième élément, comme je sais que c'est mondial, je voudrais quand même savoir est-ce que vous avez aussi des données sur l'Afrique et ma région, ça m'intéresse aussi, par rapport à la épidémie des cancers liés à la pollution. Première partie. Oui. Donc, en ce qui concerne la proportion de cancers attribuables à la pollution de l'air, il y a des résultats actuellement, notamment en France. Il y a le Centre international de recherche contre le cancer qui a mené une étude en 2019, si je ne me trompe pas, et qui a montré que 4% des cancers 4% des cancers du poumon étaient attribuables à la pollution de l'air.
En ce qui concerne les autres cancers, pour le moment, il n'y a pas assez d'études pour pouvoir estimer cette part attribuable à la pollution de l'air, mais c'est voué justement à être calculé. Sur le continent africain, tu veux dire un mot? Je sais que c'est un enjeu important de recherche sur ce territoire pour le cirque, pour notre organisme. Peut-être Anne? Oui. Moi, je suis Anne Olson, je suis épidémiologiste au Centre international pour la recherche du cancer. Et ça m'intéresse énormément, la pollution atmosphérique en Afrique, parce que c'est plus important que dans beaucoup des autres endroits en Europe, par exemple. C'est moins réglementé, c'est plus de combustion pour cuisiner, par exemple. Et pour ça, c'est une importante question. Malheureusement, les infrastructures pour mener des études épidémiologiques ne sont pas assez favorables pour l'instant. On est en train de développer ces infrastructures pour faire la recherche épidémiologique. Et ça commence, mais je ne peux pas dire qu'on a des résultats fermes et solides pour l'instant sur ce sujet. Merci. Puis, madame, vous allez conclure la soirée. On vous remercie d'être venue, d'avoir fait des déplacements jusqu'au centre. Voilà, donc ma question est la suivante. J'habite à Vol d'Oiseau, pas loin de la centrale du budget. Je vois fumer, etc. Alors, je me posais une question peut-être un peu simplette. Les tours réfrigérantes qui évacuent la vapeur d'eau, est-ce que cette vapeur d'eau est indemne de radioactivité? Alors, qui peut répondre à cette question? Merci pour cette question très pertinente, parce qu'effectivement, quand on voit la vapeur d'eau qui sort, il n'y a pas de notion que cette vapeur d'eau est radioactive, puisqu'il y a des mesures très régulières associées aux centrales, c'est justement d'éventuelles fuites à la fois en interne sur les circuits qu'à l'extérieur. Donc, effectivement, cette question d'exposition aux riverains des centrales nucléaires sur la radioactivité pose beaucoup de questions, a fait objet d'un certain nombre d'études. À ma connaissance, il n'y a pas eu de démonstration, de mise en évidence d'une association entre des cancers et des proximités avec les centrales nucléaires. Il y a certaines études qui montrent, d'autres qui ne montrent pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'évidence sur cet élément. Et a priori, c'est pas si fuite il y avait, ce n'est pas avec la vapeur qu'il y a la fuite, mais effectivement, après, il y a des centrales sur lesquelles il y a eu des problématiques comme Tchernobyl ou Fukushima, sur lesquelles d'ailleurs le CIRC aussi est impliqué dans les études, mais c'est pas là. Voilà, là, il y a eu des vrais accidents et des problématiques graves. Voilà. Donc, quand elle fume avec ses beaux panaches, je peux vous dire qu'a priori, ce n'est pas lié à les problèmes de radioactivité, mais c'est les circuits de Merci. 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 Donc, pour répondre aussi à la dernière question, vous allez pouvoir retrouver le webinaire sur la chaîne YouTube du Centre Léon Bérard d'ici quelques jours. Et il me reste à remercier les personnes présentes ici à Lyon et puis toutes celles qui sont connectées. Donc, vous avez été plus de 110 personnes connectées sur cette soirée et vous pourrez retrouver le webinaire enregistré sur la chaîne YouTube du Centre. Et pour plus d'informations, retrouvez-nous aussi sur le portail cancerenvironnement.fr, portail d'information du Centre Léon Bérard,
qui est développé en partenariat avec le cirque, le Cancéropole Clara et avec le soutien de nombreux acteurs, dont le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie pour être resté relativement nombreux encore à 19h39. Merci à tous, très bonne soirée, puis à bientôt pour une prochaine série d'échanges à la rentrée 2022. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pour cette session bimodale et finalement on continue à faire du politique.